Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour enfin l'avis final sur Black Myth Wukong. Ça y est, je me décide enfin à faire cette vidéo après mon retour de vacances. Donc c'est un jeu qui m'a pris beaucoup de temps puisque je crois qu'au final j'y ai passé pas moins de 3 mois. Donc voilà, une grosse expérience vidéoludique que je vous ai déjà pas mal montré puisque j'ai fait une série de let's play, alors pas tout à fait complète mais où j'ai mis quand même 15 épisodes. Donc si vous les avez déjà regardés, voilà, vous savez déjà un petit peu de quoi il retourne. Mais donc pour cette vidéo, je vais refaire un point général en réexpliquant tout le contexte, etc. Et je vais aussi essayer de faire le moins de spoilers possible, voire même aucun. Comme ça, s'il y a des gens qui n'ont pas regardé les let's play et qui veulent juste voir mon avis global dessus sans spoiler, vous pouvez regarder juste cette vidéo-là. Donc tout d'abord, un petit peu de contexte. Black Myth Wukong, donc c'est un jeu chinois. Donc j'avais entendu parler la première fois il y a assez longtemps puisque c'était à l'époque où les premiers trailers étaient sortis sur internet. Alors je sais plus exactement quand c'était, mais voilà, j'avais vu passer des vidéos où ce jeu commençait à être un petit peu annoncé, il y avait des premières images qui étaient sorties et tout. Je m'étais dit que ça avait l'air sympa, mais je m'étais aussi fait la remarque que ça avait l'air difficile. Et à l'époque, je m'étais dit que c'était pas trop pour moi. Voilà, je me disais ça avait l'air d'être trop compliqué pour moi, donc je le regardais un peu de loin, mais je l'avais pas mis sur ma wishlist ni quoi que ce soit parce que voilà, j'avais l'impression que c'était pas que j'avais pas le niveau pour ce genre de jeu. Cependant, quand il est sorti l'année dernière, je me suis quand même un petit peu renseignée dessus, j'ai regardé ce que les gens en disaient, etc. J'ai vu qu'il était globalement plutôt très bien noté, qu'il avait l'air d'avoir vraiment des bonnes critiques. Et puis je suis tombée sur un article, alors qui a beaucoup tourné sur internet et qui a, je pense, induit pas mal de gens en erreur. Alors je sais plus qui a écrit ça le premier, je sais pas si c'était un journaliste ou un blogueur ou quoi, et qu'ensuite ça a tourné sur différentes plateformes. Mais il y a un article à un moment qui disait que ce jeu était comparable à God of War Ragnarok en niveau normal, en termes de difficulté. Bon, je vais être très ferme dans mon affirmation là, mais c'est pas vrai. Voilà, juste, je pose ça là dès le début de cette vidéo. Non, ce jeu n'est pas comparable à God of War Ragnarok en niveau normal. Je sais pas combien de gens ont acheté ce jeu suite à la lecture de cet article, mais enfin bon, je sais que c'est une expérience subjective, que chacun a son propre ressenti, etc. Mais là, non, je suis désolée, il n'y a pas de débat. Pour moi, c'est pas du tout pareil. Black Myth Wukong est beaucoup plus difficile que God of War Ragnarok. En niveau normal, j'insiste sur ce point, parce que je sais que dans God of War, il y a aussi des niveaux de difficulté plus élevés. Mais voilà, ça n'a rien à voir, c'est pas la même catégorie, c'est voilà. À mon avis, je suis pas la seule à avoir acheté ce jeu en ayant lu ce petit article et en me disant « Oh bah ok, c'est tranquille » et à m'être pris une grosse claque au début. Donc voilà, juste, je vous préviens, attention, c'est pas God of War niveau normal, voilà. Donc maintenant que j'ai posé ça là, donc je finis juste mon petit contexte. Donc voilà, j'avais vu cet article, donc je m'étais dit ah bah ok, du coup ça doit être pas si difficile que ça. Et donc je l'avais demandé à Noël dernier. Et donc bah ça a été le deuxième jeu de mon année 2025 puisque j'avais fait Yakuza Kiwami 2 juste avant. Et donc jeu qui m'a pris, comme je le disais, presque 3 mois. Donc voilà, on est au milieu de l'année 2025 et je n'ai fait que 2 jeux pour l'instant. Mais c'était 2 très bons jeux, donc ce n'est pas grave. Donc voilà, juste pour le contexte de comment j'avais découvert ce jeu, pourquoi je l'ai acheté, etc. Donc du coup, avant d'enchaîner sur les histoires de gameplay, etc., juste pour vous expliquer quand même l'histoire. Donc dans Black Myth Wukong, on va jouer un personnage qui appartient à la mythologie chinoise. Donc en fait, ça se passe dans un monde imaginaire où on a en gros la cour céleste, donc qui est une sorte de panthéon des divinités chinoises qui règne un petit peu sur les différents mondes, les différents univers. Et on a en fait au début de l'histoire, avant l'histoire dans laquelle on joue, on a tout un contexte où on nous explique qu'en fait il y avait un personnage qui s'appelait Sun Wukong, qui était une sorte de divinité singe, qui était connue pour être extrêmement puissante, mais qui était également très rebelle, qui un jour a décidé de se révolter contre la cour céleste. Donc voilà, il y a eu un grand combat durant lequel il a affronté les divinités de la cour céleste et il a perdu en fait. Et comme châtiment, il a été enfermé dans une sorte de rocher. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit en fait dans le prologue du jeu, c'est un petit peu
au tout début, dans le prologue du jeu, on a une espèce de très très longue cinématique où on nous explique un petit peu ce contexte-là. Donc voilà, Sun Wukong qui affronte la cour céleste, qui est vaincu et qui se trouve enfermé dans une pierre en fait pour l'éternité. Donc on sait pas trop s'il est mort ou pas, c'est pas très clair. La mort est un concept assez relatif chez les personnages de ce jeu, j'ai l'impression. Mais donc voilà, ça c'est le prologue, et en fait au moment où le jeu démarre vraiment pour nous, ça se passe un certain temps après, et en fait il y a un phénomène qui fait que il y a des sortes de sosies de Sun Wukong qui apparaissent en fait dans la région où le rocher se trouve, et en fait chacun de ces sosies, qui sont un peu comme des sortes de réincarnations, va essayer de marcher dans les traces de Sun Wukong, de refaire sa pérégrination vers l'ouest en fait, donc une sorte de grand voyage à travers différentes régions, différents mondes. Et en fait le but de ces sosies, bon, c'est pas le bon terme, mais là je trouve pas d'autres mots pour expliquer ça. Leur but en fait c'est de, en quelque sorte, arriver au bout du voyage et devenir la réincarnation totale de Sun Wukong, un peu comme s'ils redevenaient leur prédécesseur. C'est pas forcément très clair dit comme ça, je vous avoue que pour moi-même, toute l'histoire de ce jeu n'était pas forcément toujours très claire, c'est la mythologie chinoise, moi j'y connais rien et tout n'est pas forcément expliqué, mais en gros c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est que on joue un sosie de Sun Wukong qui doit refaire le voyage pour essayer de devenir la réincarnation de la divinité en fait. Et donc ce personnage qu'on joue s'appelle le Prédestiné. Donc il y a eu pas mal de candidats avant lui qui ont essayé de faire la pérégrination et qui ont échoué. Et donc nous, on est le je sais pas combienième singe à essayer de faire ce voyage. Et sauf que nous, comme on est le Prédestiné, notre but c'est d'arriver jusqu'au bout et d'atteindre le but final. Et donc pour ce faire, on va traverser un total de 6 chapitres, avec à chaque fois une sorte de région ou de monde un petit peu différent. Donc on a des mondes plutôt de forêt, plutôt de désert, plutôt de zones hivernales, etc. Voilà, on traverse différents mondes et au fil de ce voyage, on va rencontrer toutes sortes d'ennemis qu'on va devoir affronter et aussi pas mal de personnages avec qui on va pouvoir... alors j'allais dire discuter, bon, le terme est peut-être pas le bon parce que le personnage du Prédestiné est muet, en fait il ne parle pas. Mais on va rencontrer pas mal de personnages qui vont nous dévoiler en fait des bribes de l'histoire de Sun Wukong au fur et à mesure qu'on va avancer. Et donc on va petit à petit reconstituer en fait le puzzle de l'histoire de notre prédécesseur et du personnage en fait qu'on essaye nous-mêmes de devenir. Voilà en tout cas mon interprétation personnelle de l'histoire, mais comme je le disais, c'est parfois assez énigmatique si on ne connaît pas la mythologie chinoise. On comprend pas tout. En tout cas, moi, il y a certains pans de l'histoire que je n'ai pas complètement compris. Je crois que c'est une histoire qui est très connue en Chine. Donc je pense que pour le public chinois, ça devait sans doute être beaucoup plus clair. Ça doit être un peu l'équivalent de l'Odyssée d'Homère chez nous, je pense. Mais bon voilà, pour le public occidental, je pense que il y a des détails qui sont un peu plus difficiles à comprendre. Cependant, il y a beaucoup de contenus qui sont expliqués dans une sorte de codex qu'on a tout au long du jeu si jamais on veut avoir plus de détails. Après je vous avoue que moi j'ai pas tout lu parce que c'est très long, et même en lisant quand même pas mal de pages du codex, il y avait des choses qui étaient toujours un peu énigmatiques pour moi. Donc voilà, une histoire un peu sibylline par moment, mais c'était hyper intéressant pour moi de découvrir cette mythologie chinoise que je connaissais pas du tout et que j'ai trouvée passionnante artistiquement à travers le jeu et culturellement aussi, puisque c'est un univers très riche avec vraiment énormément de personnages. Donc voilà en gros pour l'histoire et un petit peu le type d'univers dans lequel on évolue. Et donc en fait, juste pour vous poser un petit peu les bases du jeu par rapport au type d'expérience qu'il propose et au gameplay. Donc en fait, comme je vous le disais, on a d'abord ce prologue qui est principalement de la cinématique, où on a une espèce de tout petit tutoriel pour apprendre un petit peu les commandes, mais assez succinct. Donc on a l'histoire de Sun Wukong qui est puni par la cour céleste, blablabla. On commence l'histoire avec le Prédestiné, et en fait au début on a une espèce de tutoriel qui nous explique les commandes de base, donc voilà, les attaques légères, les attaques lourdes, les attaques chargées. On commence un petit peu à se familiariser avec le jeu. Et puis après on arrive dans le chapitre 1, donc dans un premier univers qu'on doit commencer à traverser.
Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas God of War. Alors, juste pour finir par rapport à cette histoire de comparaison, je comprends pourquoi certaines personnes sont tentées de le comparer à God of War, puisque en fait dans la construction de l'intrigue, dans la façon dont l'histoire nous est racontée, et un petit peu dans la réalisation, c'est vrai qu'il y a des points communs, parce que voilà, c'est une histoire qu'on découvre en traversant différentes régions avec des biomes différents, comme dans God of War Ragnarok. On a un certain nombre de cinématiques avec des dialogues où on rencontre des personnages, voilà, on a une histoire qui nous est racontée par des cinématiques, comme dans God of War Ragnarok, et aussi au niveau des combats de boss, sur les cinématiques d'introduction des boss, et dans le côté très épique et très spectaculaire, avec parfois des boss géants, etc. C'est vrai qu'on peut voir quelques similitudes. On a aussi au bout d'un certain temps un compagnon qui nous accompagne, voilà, comme dans God of War Ragnarok, avec les différents personnages qui font le chemin avec nous. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des similitudes entre les deux sur la façon dont le jeu se déroule et dont l'histoire nous est racontée. Mais voilà, pour moi, la comparaison, elle s'arrête là, puisque en termes de niveau de difficulté, comme je le disais, Black Myth Wukong est beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc pour revenir à ce que je disais, donc on était dans le chapitre 1, et en fait au début c'est très très facile, toute la partie tutoriel, on a des petits ennemis random, voilà, juste pour nous expliquer, apprendre à faire les différentes attaques. Et c'était vraiment très très simple, vraiment très très facile. Donc du coup je me suis dit, ah bon bah voilà, ça a l'air plutôt tranquille, j'étais assez confiante, j'ai avancé, etc. Et puis on arrive dans la zone du chapitre 1 où on a les premiers mini-boss. Et alors là c'était une autre paire de manches. Les premiers mini-boss sont tout de suite vraiment beaucoup plus durs que les petits ennemis random qu'on a affrontés jusqu'à présent. Et il y en a notamment un qui est très connu, qui s'appelle le Spectre Errant. Si vous avez joué au jeu, vous savez de quoi je parle. Mais voilà, ce spectre errant, en fait, au moment où vous arrivez sur lui, c'est là en fait que vous avez le premier aperçu du niveau de difficulté que va parfois vous opposer le jeu. Et c'est là que vous vous rendez compte que ça va pas être God of War, quoi. Parce que le spectre errant, mon dieu. Alors c'est un mini-boss optionnel, donc vous pouvez choisir de ne pas l'affronter si vous n'avez pas envie. Moi je l'ai affronté parce que j'avais envie, voilà, de m'opposer un peu ce challenge. Mais en fait, ça m'a pris plus d'1 heure pour le vaincre, le spectre errant, et j'ai même pas réussi sur ma première session. J'ai d'abord essayé un petit peu, puis je me suis arrêtée, j'ai éteint la PlayStation et j'ai dû revenir plus tard pour le finir, quoi. Et donc ça m'a pris plus d'1 heure. Et il faut bien se dire que avant ça, le jeu le plus difficile que j'avais fait de toute ma vie, c'était justement God of War Ragnarok en niveau normal. Et je pense que ça ne m'était arrivé que peut-être 2 fois dans toute ma vie de gameuse, de passer 1 heure ou plus sur un ennemi. Donc voilà, pour moi c'était vraiment un ennemi qui me prenait 1 heure, c'était du niveau des ennemis les plus redoutables que j'avais affrontés dans tous les jeux que j'avais fait avant. Et là on était sur un mini-boss du chapitre 1. Et donc là je me suis dit, ah ouais mais attends, est-ce que ça va être aussi dur que ça pendant tout le jeu? Parce que je vous avoue qu'en fait, ce spectre errant, sur le coup, il m'a refroidi, quoi, parce que je me dis, ah ouais, mais attends, si je galère déjà autant sur un mini-boss du premier chapitre, mais qu'est-ce que ça va être sur la suite du jeu, quoi? Je vais pas y arriver, ça va être trop dur, en fait. Et en fait, suite à ça, j'ai eu un moment de découragement, voilà, où j'étais vraiment au tout début du jeu, mais voilà, j'ai fini ma session, je me suis dit, ah ouais, mais là, ça va être compliqué. Pendant plusieurs jours, je n'ai même pas osé rejouer au jeu, genre je n'osais plus allumer ma PlayStation parce que je me disais mais je vais pas y arriver, quoi, ça va être trop dur en fait, je me suis lancée dans un truc qui n'est pas de mon niveau. Donc voilà, j'ai eu un moment quand même où je me suis vraiment pris un mur, puis bon, au bout d'un moment quand même j'y suis revenue parce que je me suis dit je vais pas m'arrêter alors que j'en suis à 0,5% de l'histoire. Donc j'y suis retournée, voilà, j'ai affronté les mini-boss du chapitre 1, j'ai un petit peu galéré. Au bout d'un moment, j'ai réussi, j'ai pu atteindre le premier boss principal. Et la surprise, le premier boss principal, je l'ai vaincu du premier coup. Et en fait, c'est assez représentatif de l'expérience que j'ai eue sur ce jeu en termes de niveau de difficulté. C'est que c'était vachement en dents de scie. En fait, il y a des moments qui ont été très très durs. Et des moments qui ont été étonnamment faciles. Et voilà, en fait, le niveau, c'était un peu comme ça, quoi, pendant tout le jeu. Donc c'était assez déstabilisant. Mais en même temps, c'est grâce à ça aussi, c'est après avoir vaincu ce
ce boss loup là, donc je me rappelle plus son nom, mais je le mettrai à l'image. Après l'avoir vaincu lui du premier coup, je me suis dit bon ok, en fait il y a des moments où je vais galérer, mais il y a aussi des moments où ça va, donc je pense que je peux quand même y arriver. Et c'est ça en fait qui m'a redonné un petit peu confiance pour poursuivre le jeu après ce premier mur que je m'étais vraiment pris en pleine face sur les premières heures. C'est de me rendre compte qu'en fait, voilà, tout n'était pas aussi difficile que le spectre errant. Fort heureusement, il y avait en fait des variations dans le niveau de difficulté. Alors qui sont, comme je le disais, un petit peu déstabilisantes parce que du coup, on sait jamais trop à quoi s'attendre quand on arrive sur un ennemi. Mais voilà, c'est possible. Donc après, plus loin dans le chapitre 1, il y a eu un autre boss qui a été assez compliqué, qui s'appelle le Noble Blanche-Robe, qui lui aussi a été un nouveau petit mur que je me suis pris, qui m'a pris pas mal de temps, mais que j'ai réussi à passer. Mais voilà, j'ai réussi à les passer, les uns après les autres, avec de la motivation. Et puis au bout d'un moment, je suis arrivée sur le boss final du chapitre 1. Il m'a fallu quelques tentatives, mais c'est passé. Et puis après, je suis arrivée dans le chapitre 2, et puis à partir de là, ça y est, j'avais eu le déclic en fait de me dire ok c'est bon, ça va être un peu challengeant mais je peux y arriver. Et puis à partir de là, j'ai commencé à prendre vraiment plaisir dans les combats, aux défis que ça m'opposait. Et finalement, j'ai fait le jeu en entier et j'ai vraiment adoré. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, si jamais vous êtes sur le chapitre 1 de Black Myth et que vous galérez et que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, n'abandonnez pas. Détendez-vous, soufflez un bon coup, vous allez y arriver. C'est juste que voilà, il faut réussir à passer cette marche, cette première grosse marche qui peut être un peu rude, mais qu'on peut passer en étant motivé en fait. Il n'y a rien d'impossible. Voilà. Globalement, Black Myth Wukong, c'est un jeu que j'ai trouvé difficile, assez relevé, mais il n'y avait rien d'impossible. Si on est motivé, si on est impliqué et qu'on est prêt à faire les efforts pour passer les obstacles, on peut faire le jeu en entier, on peut faire même les boss les plus difficiles. Voilà, il n'y a rien de surhumain. Comme je le disais, moi c'était vraiment la toute première fois que je faisais un jeu de ce type-là et j'ai réussi à vaincre tous les boss, y compris les plus difficiles. Donc voilà, c'est faisable. C'est juste qu'il faut, voilà, faut passer la première marche et puis après ça va mieux. Enfin, ça va mieux jusqu'à ce qu'on tombe sur un boss particulièrement chiant, mais ce que je veux dire c'est qu'une fois qu'on est dans le truc, voilà, après on sait à quoi s'attendre, on sait un peu mieux à quoi s'attendre et du coup on a plus, enfin moi en tout cas je n'ai plus ce sentiment de découragement que j'avais eu au début. Par la suite, même quand j'ai été face à des moments très très difficiles, j'étais toujours motivée parce que je savais que je pouvais le faire et que c'était possible quoi. Donc voilà, juste pour ce petit discours sur le niveau de difficulté. Donc voilà, rien d'impossible. Juste, j'insiste quand même sur le fait qu'il faut aimer le combat aussi, parce que c'est beaucoup de combats. En fait, au fur et à mesure qu'on traverse les 6 chapitres, certes, il y a de l'exploration, il y a des cinématiques avec de l'histoire, du développement de personnages, etc. Mais c'est quand même, on passe 90% du temps à se battre dans ce jeu. Voilà, c'est vraiment, le combat est au cœur de l'expérience, et autant les petits ennemis random ne posent pas forcément beaucoup de difficultés, ça dépend lesquels, mais globalement ça va. Autant sur les boss, si vous avez envie de tous les faire ou même simplement d'avancer dans l'histoire principale, il faut être prêt à faire des efforts pour les vaincre, et il faut être prêt à passer du temps sur certains boss, à vous dire que voilà, il y en a où vous n'allez pas les avoir du premier coup, il y en a même pas mal probablement que vous n'aurez pas du premier coup, sauf si vous êtes un vétéran de ce genre de jeu. Mais voilà, il faut avoir la motivation de réessayer un certain nombre de fois, d'apprendre par cœur le pattern du boss, de vraiment se motiver pour faire des combats assez intenses. Et voilà, il faut aimer ce type d'expérience, je pense, pour vraiment apprécier Black Myth Wukong. Parce que si vous n'aimez pas vous battre, même si l'univers est super intéressant, et comme je le disais, qu'il y a une histoire à découvrir, etc., si vous n'aimez pas les combats un peu intenses, ça risque potentiellement de vous saouler un peu parce qu'il y en a vraiment beaucoup et comme je le disais, qui demandent du temps et de l'implication. Donc voilà un petit peu pour le type d'expérience que le jeu propose, en tout cas qu'il a proposé pour moi. J'évoquais un petit peu l'exploration justement par rapport à ça. Dans les premiers chapitres, on peut avoir l'impression qu'il va pas du tout y avoir d'exploration, parce que les premiers chapitres, surtout le tout premier, est vraiment très très linéaire. On n'a quasiment pas d'exploration au début, mais ça vient un petit peu plus tard en fait. Plus on avance et plus on arrive dans des zones qui sont de plus en plus ouvertes, et il y a en fait finalement quand même pas mal de choses à faire.
à côté des combats de boss, qui sont certes très nombreux, mais qui ne font pas l'entièreté du jeu, puisqu'on a aussi parfois des petites quêtes secondaires. On a beaucoup de secrets à trouver également. Alors des secrets qui sont parfois vraiment très ardus à trouver. Moi, je vous avoue que je suis beaucoup allée sur internet pendant que je jouais à Black Myth Wukong, parce que il y a des trucs, je les aurais jamais trouvés toute seule, très clairement. Et en fait, ce qui est un petit peu, je dirais ce qui est un tout petit peu gênant dans ce jeu, c'est qu'il y a certains trucs, enfin il y a certaines quêtes ou certains secrets qui ont un point de non-retour. C'est-à-dire que si vous ne les avez pas trouvés avant de passer un certain point dans l'histoire, elles deviennent, enfin elles se bloquent, quoi. Vous ne pouvez plus les faire. Et il faut faire un petit peu attention à ça, puisqu'il y a certaines quêtes, si vous n'arrivez pas à les faire, si elles se bloquent, elles bloquent d'autres choses, en fait, après. Il y en a qui sont liées, en fait, les unes aux autres. Et du coup, si vous en ratez une, vous pouvez potentiellement en rater plusieurs autres qui sont très intéressantes. Donc surtout, n'hésitez pas à aller chercher sur internet si vous voulez être sûr de ne pas rater de secrets ou de choses qui ont des temps limites, enfin pas des temps limites, mais des points de non-retour, parce que moi là, ça m'est arrivé une fois sur ma partie de rater une petite quête secondaire. Alors heureusement, elle n'était pas très importante, mais voilà, il y a un truc que j'ai raté, parce qu'en fait le jeu ne nous prévient pas du tout quand on est en train d'arriver sur un point de non-retour. Vraiment, on n'a aucun indice. Et donc moi, malgré toutes mes recherches sur internet, il y a quand même un truc où je me suis loupée, quoi. Je suis allée dans une certaine zone dans laquelle il fallait pas aller avant d'avoir fini un certain truc, et je me suis bloquée une quête. Donc je n'ai pas pu faire les quêtes secondaires à 100%. Mais heureusement, ça ne m'est arrivé qu'une fois. Cependant, ça me serait arrivé beaucoup plus si je n'avais pas été regarder sur l'ordinateur qu'est-ce qu'il fallait faire dans les différents chapitres, et franchement ça m'aurait saoulée si j'avais raté certaines quêtes. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à aller chercher par avance, quitte à peut-être un peu vous spoiler, quelles quêtes secrètes il faut faire pour ne pas risquer de les rater, parce que c'est vraiment dommage quand elles sont bloquées et qu'on peut plus rien faire, quoi. Donc voilà, juste ça par rapport à l'exploration et aux secrets qui sont vraiment super intéressants et qui nous apportent aussi beaucoup de contenu, y compris sur des personnages de l'histoire principale parfois. Donc c'est vraiment intéressant aussi à faire pour mieux comprendre en fait toute l'histoire autour de Sun Wukong et des différents personnages. Et puis c'était de l'exploration très agréable en plus, parce que les univers sont vraiment très beaux. Donc comme je le disais, il y a plusieurs biomes différents. Donc on a une certaine variété. Et les graphismes sont globalement très spectaculaires et vraiment très beaux. Alors je dis globalement parce que moi j'ai quand même eu parfois des petits problèmes de chargement des graphismes. Alors je sais pas si c'était parce que j'étais sur la PS5. Peut-être que le jeu est conçu pour être plus sur PC, je sais pas. Mais en tout cas sur la PS5, des fois il y avait quand même des gros bugs de graphisme. Il faut bien le dire. C'est arrivé un certain nombre de fois qu'il y ait des textures qui ne se chargent pas et qui restent hyper floues. En fait, ça faisait comme des gros blocs flous dans le paysage. Bon, c'était pas dramatique, mais ça se voyait, quoi. C'est-à-dire que c'était pas juste des petits détails. Parfois, il y avait vraiment des moments où je me disais, oups, il y a eu un petit souci, là. Voilà, des trucs qui ne se chargeaient pas. Donc, bon. Il y a 3 modes, en fait, qu'on peut mettre. Il y a le mode performance et le mode qualité ou fidélité. Je sais plus. Bon, un des deux. Et puis, il y en a un troisième qui s'appelle équilibré. Donc moi, en fait, au tout début, je m'étais mis sur performance. Et vraiment, en performance, les graphismes, dès la cinématique du prologue, je me suis dit, oulala, ça a l'air un peu bizarre. Donc je suis tout de suite repassée en mode équilibré. Et j'ai fait tout le jeu en mode équilibré. Voilà, j'ai pas testé le mode qualité, fidélité. J'ai pas non plus plus testé que ça le mode performance. En tout cas, en mode équilibré, globalement, ça allait. Hein, j'ai quand même beaucoup apprécié la beauté du jeu, etc. Il n'y avait pas de problème, ça a été une très bonne expérience. Mais voilà, j'ai remarqué quand même qu'il y avait quelques petits bugs qui subsistaient. Donc je ne sais pas si sur PC les bugs sont présents aussi, mais en tout cas, voilà, c'est un jeu qui, je pense, doit être assez lourd en fait à charger, parce qu'il y a tellement de détails, il y a énormément de petits détails sur les vêtements, sur les paysages, etc. Je pense que peut-être que la machine avait un peu de mal à process le truc à certains moments. Mais en tout cas, voilà, c'est une remarque que je me suis faite, mais qui n'était pas dramatique, comme je le disais. Ça m'a pas du tout empêché de profiter de la beauté du jeu. Ça, il n'y avait pas de souci. Cependant, un truc qui m'a un tout petit peu plus gênée,
c'était au niveau du délai parfois entre le moment où on appuie sur un bouton et le moment où l'action se passe à l'écran. Alors c'était difficile à dire, peut-être que c'est juste moi qui avait une impression, mais c'est quand même une impression que je me suis faite à pas mal de reprises sur les esquives en fait. Pendant les combats, il y avait vraiment des moments où j'avais l'impression que les esquives de mon personnage étaient délayées, c'est-à-dire que le personnage ne bougeait pas au moment où j'appuyais sur le bouton, il y avait une fraction de seconde de différence, sauf que dans certains combats, cette fraction de seconde peut être fatale. Et bon, encore une fois, je sais pas si c'est juste moi qui avait cette impression-là, mais quand même, je me suis plusieurs fois fait la remarque que là, j'avais esquivé pile au bon moment, j'étais sûre d'avoir bien timé, mais l'action a eu 1 seconde de retard à l'écran, et ça m'est déjà arrivé de me trouver en difficulté dans des combats à cause de ça. Donc bon, je ne sais pas si d'autres joueurs ont eu ce sentiment-là ou pas. Et la troisième chose qui m'a un petit peu gênée, c'était la caméra pendant les combats, qui se fout n'importe où, mais en fait elle arrête pas d'aller se coincer dans le décor. Ça dépend des endroits où on est. Si on est dans des endroits ouverts, évidemment ça va, y a pas de problème. Mais si on est dans des arènes un petit peu étroites, ce qui arrive quand même un certain nombre de fois, il suffit qu'il y ait un rocher ou un arbre ou n'importe quoi, et à tous les coups, la caméra va se mettre derrière, et donc vous vous retrouvez à faire le combat avec un arbre comme ça là. Genre vous avez un arbre là sur votre écran, et vous êtes en train de faire le combat avec ce truc là. Et bon, c'était un petit peu gênant, voilà. Encore une fois, ça n'a pas été bloquant, j'ai quand même réussi à faire tous mes combats et à faire le jeu en entier jusqu'au bout. Mais il y a eu un certain nombre de fois où quand même je me suis dit, mais cette caméra qui vient se coincer dans le décor, c'est vraiment super chiant quoi. Pour moi, c'était le truc le plus gênant. Dans l'ensemble du jeu, c'est le truc qui m'a le plus agacé, on va dire. Parce que autant les graphismes, c'est une remarque que je me suis fait, mais c'était pas grave quoi. Le petit délai au niveau de l'esquive, ça m'a un peu plus gêné, mais bon, j'étais pas toujours sûre si c'était juste moi qui avais raté ou pas, donc voilà, bénéfice du doute, on va dire. Mais par contre, la caméra, ça, pour le coup, il y a eu des moments où vraiment j'étais un petit peu agacée, quoi. C'était pas très ergonomique, on va dire, et c'était très énervant quand on perd un combat, parce qu'en fait, on ne voyait plus rien, parce qu'on était aveuglé par un rocher ou un autre truc, et que du coup, on ne voyait plus ce qu'on faisait. Ça, c'était vraiment quand même très très frustrant. Heureusement, c'est pas tout le temps, mais c'est arrivé quand même un certain nombre de fois. Donc voilà, en termes de gameplay, je dirais que ça c'est les choses qui m'ont un petit peu gênée, mais sinon globalement j'ai quand même beaucoup apprécié le gameplay. C'était très fluide, le personnage bouge vite, bien, voilà, les mouvements sont élégants, c'est très aérien, c'est très spectaculaire, voilà, c'est des combats, je dirais que c'est vraiment dans le style asiatique quoi, c'est des combats super spectaculaires où il se passe plein de trucs de ouf. Donc ça c'était vraiment très agréable à regarder, notamment pendant les combats de boss, il y en a certains qui sont vraiment épiques avec des effets visuels complètement dingues, tellement dingues des fois que c'est limite trop pour le cerveau pour tout comprendre ce qui se passe. Il y avait certains combats où il y avait tellement d'explosions, de flammes, d'éclairs, de machin que je m'y retrouvais plus quoi, j'étais complètement submergée sensoriellement. Mais c'était du coup une expérience super intense quoi. Alors faut pas être épileptique parce que alors là je pense que vous faites la crise directe, mais c'était du coup très immersif parce qu'on est vraiment... c'est comme, sur certains combats, c'est comme si on était pris dans une tornade, quoi. Il y a plus rien qui existe autour, on est juste submergé par plein de trucs qui se passent, et c'est un peu déstabilisant par moments, mais en même temps c'était aussi assez plaisant, parce que du coup c'était des expériences vraiment très très intenses sensoriellement. Il y avait certains combats dont je ressortais en étant... fatiguée, mais en ayant eu l'impression d'avoir eu vraiment une expérience intense, quoi, qui faisait vachement monter l'adrénaline, et avec des effets visuels et des effets techniques qui étaient assez incroyables. Donc voilà, ça c'était vraiment super bien. Et puis tous les
Les mouvements qu'on peut faire avec le personnage du prédestiné sont également hyper agréables à faire, les différents styles d'attaque. Et on n'a pas 50 000, parce qu'en fait on a une arme, qui est un bâton. On n'a pas de bouclier, donc il n'y a pas de parade avec bouclier. Il y a un système de parade avec un sortilège, mais qui est pas tout à fait pareil. Mais rien qu'avec ce bâton, on peut faire quand même un certain nombre de mouvements, et c'est des mouvements que j'ai trouvé hyper sympas en fait, parce qu'en fait le bâton change de taille. Donc on a plusieurs postures différentes et parfois on peut se percher sur le bâton qui d'un coup devient hyper grand, ou alors on peut l'utiliser, le faire grandir en posture d'estocade pour aller frapper super loin. On a plein de combos où le bâton bouge dans tous les sens, on peut faire des enchaînements de trucs, de machin. Donc voilà, il n'y a pas 50 milliards de mouvements différents, mais j'ai trouvé que ceux qu'on pouvait effectuer étaient vachement satisfaisants, que c'était très agréable à la fois à jouer et à regarder, de voir le prédestiné bouger son bâton en mode arts martiaux comme ça à toute vitesse et faire plein de trucs. C'était vraiment super sympa, je trouve, comme type de combat, et les différentes attaques qu'on pouvait faire. Donc comme je disais, il y a attaque légère, attaque lourde, attaque chargée, un certain nombre de combos différents. Une chose qui est bien aussi, c'est qu'on a un système de points de compétences qui s'appelle les étincelles dans le jeu, qu'on peut mettre sur différents arbres comme dans la plupart de ce type de jeu. Mais ce qui est vraiment pas mal avec Black Myth Wukong, c'est que là on est sur un type de jeu où on peut réattribuer les étincelles comme on le souhaite à n'importe quel moment. Donc vos étincelles ne sont pas bloquées une fois que vous les avez attribuées à quelque chose. Il suffit d'aller à un hôtel, donc l'équivalent des feux de camp, les endroits où on peut sauvegarder, pour en fait les réattribuer partout sur les arbres de compétences comme vous voulez. Donc vous pouvez très bien pendant un moment utiliser une certaine stratégie, genre remplir complètement un type d'arbre pour utiliser une certaine stratégie, puis après vous avez envie de changer et vous passez toutes vos étincelles sur un autre type d'arbre pour faire quelque chose de complètement différent. Et ça offre vraiment une fluidité et une liberté qui était assez intéressante stratégiquement parlant, puisque voilà, on n'est pas bloqué dans un type de jeu. Une fois qu'on a attribué ces trucs, on peut vraiment passer de l'un à l'autre et essayer plein de trucs sans perdre en fait ces étincelles. Donc ça c'était vachement bien, c'est quelque chose que j'ai utilisé plutôt à la fin du jeu, parce que pendant une bonne partie du temps en fait je n'ai pas éprouvé le besoin de réattribuer mes étincelles, j'arrivais à me débrouiller avec ma stratégie de base on va dire. Mais arrivé sur certains boss particulièrement difficiles, ça peut être vraiment très utile de parfois complètement changer de stratégie si vous n'avez pas la bonne contre ce type d'ennemi-là. Et là, pour le coup, c'était bien utile de pouvoir repasser les étincelles un peu comme on voulait. Ça m'a vraiment aidé à certains moments contre certains boss vers la fin du jeu. Donc voilà, ça c'était vraiment pas mal. Et on a aussi un système de sortilège que j'ai beaucoup apprécié et qui apporte vraiment de la variété, un système de sortilège et d'esprit, puisque comme je disais, on n'a pas énormément de mouvements d'attaque avec le bâton, mais par contre j'ai trouvé qu'on avait quand même une très bonne variété d'actions dans les combats, grâce aux sortilèges et aux esprits, puisqu'en fait on a une sorte de petit... pas une petite roue, mais enfin, pendant les combats, on peut utiliser 4 sortilèges différents, qu'on doit choisir parmi une sélection, donc je sais plus combien il y en a en tout, mais voilà, c'est des choses qu'on débloque au fur et à mesure du jeu, et on a le droit d'en avoir 4 en permanence avec nous, qu'on peut changer aussi quand on est sur les zones de points de sauvegarde. Et donc c'est des sortilèges qui peuvent soit nous permettre de faire une parade, soit nous permettre de nous transformer en une autre créature avec des pouvoirs particuliers, soit d'immobiliser l'ennemi pendant plusieurs secondes. Donc voilà, des sortilèges vraiment très très utiles, que moi j'ai beaucoup utilisé, et qu'on peut choisir en fonction de son style de jeu. C'est là aussi des sortilèges qu'on peut utiliser en arbre de compétences, donc on peut les améliorer plus ou moins selon ceux qu'on préfère. Donc on a ça, et on a aussi donc le système d'esprit comme je disais, où en fait au fil du jeu, parfois on affronte des ennemis un petit peu particuliers qui sont signalés par le fait qu'ils ont des sortes de flammes bleues autour d'eux, un peu comme une sorte d'aura. Et en fait quand on arrive à les vaincre, on peut absorber leur esprit, et à partir de là, on peut équiper leur esprit pour se transformer en cet ennemi pendant un combat, et utiliser toutes ses capacités spéciales. Et ça, c'était vraiment hyper chouette aussi. Alors on peut en avoir qu'un seul sur soi pendant un combat, on peut pas tous les utiliser pendant un même combat. Et il y en a plein, il y en a vraiment un très grand nombre qu'on peut collectionner en fait, qui ont tous des capacités différentes, des apparences différentes, etc.
qu'on peut également améliorer un peu. Alors c'est pas des points de compétence avec eux, mais on peut les faire monter en niveau en fait. Donc là encore, on a une bonne opportunité de personnalisation de son style de combat, puisque bah voilà, parmi les 60 ou je sais plus combien d'esprits, on peut choisir ses préférés, les améliorer, déterminer lequel on va équiper en fonction du type d'ennemi qu'on pense qu'on va affronter, etc. Et ça, c'était vraiment super chouette. J'ai beaucoup utilisé ce système de transformation en ennemis vaincus. Il y en a certains que j'ai vraiment particulièrement aimés. Et comme je disais, j'ai trouvé que ça apportait vraiment une variété au combat, puisque si on associe les mouvements avec le bâton, avec les différentes postures qu'on peut avoir, l'utilisation des esprits et l'utilisation des sortilèges, au final, on a quand même pas mal de trucs différents à faire au fil d'un combat. On a pas mal d'options qui permettent de rendre les choses vraiment intéressantes. En tout cas, j'ai trouvé. Et puis à côté de ça, on a, comme d'habitude avec ce type de jeu, un système de potions pour se redonner de la santé, augmenter temporairement son attaque, sa défense, etc. On a aussi des petits systèmes d'accessoires qu'on peut équiper en plus de son armure et de son type de bâton. Donc voilà, tout ça c'est assez classique de ce type de jeu. Mais il y avait vraiment une bonne variété. Et ça incite aussi beaucoup à explorer, puisqu'il y a un certain nombre d'items qu'on peut trouver en faisant de l'exploration. Donc voilà, tout ça c'était vraiment très chouette. Moi j'ai trouvé en tout cas que le jeu offrait vraiment une belle richesse par rapport à ça, et qu'il y avait vraiment de quoi faire pour établir différentes stratégies, choisir ses équipements, ses esprits, etc. C'était assez plaisant, voilà, d'explorer tout cet aspect du jeu. Donc voilà, pour moi tout ça c'était très bien. Et une chose aussi que je voulais rajouter sur le gameplay, c'était au niveau des combats de boss. Donc il y en a énormément. Je sais plus, je crois qu'il y a 80 boss dans le jeu, un truc comme ça, dont un certain nombre qui sont optionnels. Mais voilà, il y a beaucoup de combats de boss, beaucoup. Et on aurait pu se dire qu'au bout d'un moment ça deviendrait un peu chiant, parce que avec autant de boss à tous les coins de rue, on pourrait se dire que ça devient très répétitif et que voilà. Mais en l'occurrence, moi j'ai pas trouvé, en tout cas pas sur les boss les plus importants, parce que les mini-boss, oui, au bout d'un moment il y en a certains qui se ressemblent un petit peu, mais sur les boss un peu plus importants, les boss principaux, j'ai trouvé que l'équipe avait vraiment fait un bon travail pour nous proposer des choses vraiment différentes à chaque fois. Chaque boss a sa personnalité, chaque boss a un design vraiment unique, des types d'attaques particulières, une introduction et un contenu associé qui lui sont vraiment propres. Et ouais, c'est une remarque que je me suis fait à plusieurs reprises, notamment sur les boss principaux, c'est que vraiment à chaque fois j'avais l'impression d'avoir une nouvelle proposition originale par rapport aux précédentes. J'ai jamais eu le sentiment de faire 2 fois le même boss en fait. Et ça pour moi c'était vraiment très très bien. Et il y a plusieurs moments où je me suis dit, ah mais ouais, là il nous propose un truc encore complètement différent, qu'on n'avait jamais vu dans les combats d'avant. Il y a toutes sortes de propositions en fait, alors certaines qui sont assez déstabilisantes et difficiles à contrer, mais voilà, j'ai trouvé ça super intéressant, puisque du coup, le jeu ne nous endort pas en fait. On n'est pas dans un truc où une fois que tu as fait une dizaine de boss, tu fais le reste en automatique. Non, là vraiment à chaque fois j'ai eu le sentiment que chaque nouveau boss nous proposait un nouveau défi, nous obligeait à réfléchir, à un peu nous remettre en question, à réanalyser, à se remettre dans une position où on doit faire un petit peu attention parce qu'on est face à quelque chose de nouveau qu'on n'avait encore jamais vu. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Le fait que le jeu arrive comme ça à maintenir notre attention en nous proposant régulièrement des nouveautés en fait. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Dans les combats, je me suis vraiment jamais ennuyée, j'ai jamais eu l'impression d'avoir fait 2 fois la même chose. J'ai trouvé que tous les boss étaient très originaux et qu'à chaque fois, ils nous proposaient un nouvel aspect de gameplay et une nouvelle façon d'aborder les combats en fait. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai particulièrement apprécié dans ce jeu-là et qui a vraiment su maintenir mon attention et mon intérêt tout au long des quelques 80 boss ou je ne sais pas combien. Alors dans ce jeu, pour la première fois, j'ai fait un suivi des boss que j'affrontais. Donc sur l'ordinateur, j'avais mon petit tableau où à chaque fois je marquais quel boss j'avais affronté et combien de tentatives il m'avait fallu pour le vaincre ou combien de temps ça m'avait pris. Et donc au final, il y a quelques boss que j'ai réussi à avoir du premier coup, mais pas tant que ça. Globalement, c'était quand même le défi était quand même assez relevé. Et
Il y a un certain nombre de boss qui m'ont pris plus d'une heure, voire plus d'une heure et demie. Et je dirais qu'il y en a 3, les 3 qui m'ont posé le plus de difficultés. Ça m'a pris respectivement 2 heures, 3 heures et demie et 8 à 9 heures. Le plus difficile pour moi ayant été Erlang, qui est un boss optionnel, mais qui était vraiment dingue. J'ai mis le let's play de mon combat contre lui, si vous voulez aller le regarder. Il était vraiment incroyable ce gars. Alors ça m'a pris un temps fou et c'était vraiment très très dur, mais franchement ça vaut le coup parce que quand on arrive à le vaincre, on a une sorte de récompense à la fin qui est totalement incroyable. Je vais pas la montrer ici, mais voilà, ça vaut vraiment le coup de vaincre Erlang si vous avez l'occasion d'y aller. N'hésitez pas à vous acharner dessus. Mais voilà, il y a eu en gros le Tigre de l'Avant-Garde, le Long Jaune et Erlang qui ont vraiment été pour moi des expériences difficiles et très très intenses. Et sinon, l'ensemble des autres boss, il y en a eu qui ont été assez challengeants, mais globalement ça allait. Comme je le disais, il n'y avait rien d'impossible. Même Erlang, qui était très dur, au final je l'ai eu quoi, et ça m'a pas pris 30 heures pour le vaincre. Ça m'en a juste pris 9. Voilà. Et j'étais vraiment contente d'avoir testé ça parce qu'au début, je ne savais pas si j'allais aimer ce type d'expérience. Comme je disais, c'était vraiment la première fois que je faisais un jeu comme ça. Donc je savais pas trop si j'allais aimer, j'étais pas sûre. Et ben là, après l'avoir fini, je peux dire que j'ai vraiment aimé ça, que j'aime vraiment ce type d'expérience avec des combats de boss très intenses et que je vais pouvoir aller vers d'autres jeux de ce type-là, y compris des Soul Games, etc. Voilà, j'ai découvert que j'aimais vraiment bien ça. Donc Black Myth Wukong a été une très bonne porte d'entrée pour moi sur ce nouvel univers vidéoludique que je vais pouvoir explorer. Ça sera très certainement une de mes meilleures découvertes, dans mon top de mes meilleures découvertes de 2025. Et puis, bah voilà, je vais m'arrêter là du coup pour cette vidéo.
杀妻之仇何日能报？ J'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous savez jouer à ce jeu, ce que vous en avez pensé, etc. Je serais intéressée aussi de partager des avis avec d'autres gens qui l'ont fait, quels ont été vos boss préférés par exemple. Et puis ben moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel avis gaming qui arrivera pas très longtemps après celui-là, puisque j'ai déjà fini Mafia Definitive Edition, je l'ai fini hier, donc je tournerai mon avis final bientôt. Et puis ben d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut!